Quel rôle les femmes ont-elles exercé durant la Révolution française? Voilà la question que nous avons choisi de nous poser dans ce débat doc après ce documentaire entièrement consacré à Olympe de Gouges et réalisé par Dominique Eloudi-Lenis. Deux historiens sont maintenant avec nous pour en parler sur ce plateau de débat doc. Dominique Godineau, pour commencer, bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2, spécialiste de la Révolution française, de l'histoire des femmes et du genre, et vous êtes l'auteur de ce livre, Les femmes dans la France moderne, 16e, 18e siècle, publié chez Armand Collin. Et puis également avec nous, Loris Chavanette, bienvenue à vous. Vous êtes historien et enseignant à l'Institut catholique de Paris, spécialiste vous aussi de la Révolution française, et vous venez de publier chez Talandier, c'est tout chaud, Les femmes entrent en Révolution, 5-6 octobre 1789. C'est une date importante pour les femmes, on y reviendra bien sûr ensemble dans un instant dans cette émission. Alors après ce documentaire entièrement consacrée à Olympe de Gouges, on constate qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est vrai, une icône du féminisme. Nous comprenons un peu mieux pourquoi, d'une certaine manière, après ce film. Mais ce film nous rappelle aussi qu'il aura fallu attendre 2 siècles avant de revisiter son histoire, son engagement politique, son engagement féministe durant cette révolution. Représente-t-elle un tant soit peu, le rôle exercé par les femmes durant cette révolution française, Olympe de Gouges? Un tant soit peu, oui et non. Non, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, elle était proto-féministe, ce qui n'était pas le cas de la majorité des femmes, hein. Il y en a d'autres, quelques-unes, mais pas la majorité. Proto-féministe. Oui, c'est-à-dire avant que le féminisme existe comme mouvement. Il y a des féministes pendant la Révolution, Olympe de Gouges en est une, il y en a d'autres, femmes et hommes, quelques hommes sont très très peu nombreux, hein, mais il n'y a pas de mouvement féministe. Il y a quelques femmes qui aspirent à une égalité, mais sans nécessairement demander l'égalité des droits. Alors, en ce sens, je dis, il y a très peu de femmes ou d'hommes hein, qui demandent l'égalité politique. Dans ce sens, elle n'est pas représentative. Elle est représentative, par contre, dans la mesure où elle participe à la Révolution. Et ça, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres femmes hein, qui ont participé, alors à des échelons différents. Par exemple, là où elle s'éloigne d'Olympe de Gouges, c'est que plusieurs sont intervenues à l'intérieur de clubs, ont signé des pétitions, sont intervenues collectivement ou dans la rue, ce qui n'est pas du tout le cas d'Olympe de Gouges. Mais voilà, donc si vous voulez, elle est représentative. On peut dire qu'elle est représentative en ce sens où des femmes ont participé à la Révolution, mais il faudrait faire attention aussi, il ne faudrait pas imaginer que c'est une femme exceptionnelle, vous voyez, il ne faudrait pas que le personnage d'Olympe de Gouges finisse par désigner toutes les femmes. Hein, elle ne représente pas toutes les femmes qui ont participé à la Révolution, d'abord parce qu'elles avaient des opinions différentes, voilà. Autrement dit, il faut un peu déconstruire ce mythe Olympe de Gouges après avoir vu ce film, parce que elle ne représente pas tout à fait ces femmes qui ont fait la Révolution. Quelles sont ces femmes qui ont fait la Révolution? Quel est le milieu social de ces femmes, par exemple, à comparer à celui d'Olympe de Gouges? Un mot d'abord sur Olympe de Gouges. Moi, ça m'a fait penser, en visionnant le documentaire, à cette phrase de Marie Stuart, « En ma fin et mon commencement ». C'est-à-dire ces femmes qui, par leur mort, justifient leur existence et prouvent leur esprit d'indépendance, leur courage face à l'irrémédiable, face à la mort. Elle n'a pas tremblé, même pendant l'exécution. Donc c'est une femme courageuse, ouais. C'est une femme avec des idées qu'elle revendique, qu'elle porte sur la place publique. Il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Charlotte Corday, il y a eu Manon Roland, Théroigne de Méricourt, qui, elle, n'a pas été guillotinée. Hein. Charlotte Corday n'a pas été... Voilà des femmes, des figures ouais. qui ont compté aussi dans cette révolution. Oui, Olympe de Gouges n'est pas la seule. Olympe de Gouges ressort aujourd'hui plutôt que ces femmes que je viens de citer, par exemple. On va y revenir peut-être sur ces... Non, Olympe de Gouges ressort à l'instar de Charlotte Corday, Théroigne de Méricourt, d'autres. Et toutes meurent, d'ailleurs. C'est leur point commun. Elles sont toutes livrées à l'échafaud. Même si toutes les femmes n'ont pas été envoyées à l'échafaud sous la Révolution française, loin de là. Cependant, Olympe de Gouges est belle, elle est jeune, elle est littéraire, elle est curieuse, elle a pris plusieurs causes qu'elle veut défendre, donc elle participe à l'envie d'être une citoyenne agissant dans la cité. Et pas être une femme recherchant seulement son bonheur conjugal, etc. D'ailleurs, elle est veuve. Et tout ce qu'elle aspire, c'est à devenir une femme de lettres, une femme de théâtre, une femme qui participe aux lumières de son siècle.
avec plus ou moins de succès. Alors oui, il y en a d'autres. Si on prend, par exemple, Manon Roland, elle est pétrie de culture antique, elle est mariée à un ministre, bien plus âgé qu'elle. Et donc, elle influe dans les hautes sphères de la société, dans un salon littéraire, Manon Roland, alors qu'on a bien vu, avec Olympe de Gouges, il y a une solitude de l'intellectuel, parfois aussi le sentiment d'injustice, d'être maltraité. Mais beaucoup de femmes, des comédiennes, des intellectuels, des femmes aussi politiques inspirant dans les réseaux politiques, distillant leur intelligence et la finesse de leur esprit, toutes jouent un rôle, chacune à son échelle. Comment les femmes ont-elles participé au processus révolutionnaire, plus globalement ? Quelle place elles ont tenue ? Alors on les voit souvent, cette image peut-être, sur les barricades, aller à Versailles, un peu gouailleuse, voilà l'image un peu collective qu'on a de ces femmes qui ont fait la Révolution. Elle est juste cette image ? Quelles sont les femmes qui ont fait la Révolution ? Une partie des femmes de France, enfin une partie des Françaises, que ce soit à Paris ou en province. Après, oui, elle est juste... C'est le milieu populaire qui a fait la Révolution du côté des femmes qui sont intervenues, disons, dans la rue. Mais après, il y a aussi des clubs, par exemple, où il y a des femmes de notables locaux et des femmes de milieu populaire qui sont intervenues aussi. Et comment est-ce qu'elles interviennent ? En écrivant, en faisant des pétitions, en donnant leur avis. Il y a de multiples façons, en écrivant en journaux. Ce sont des clubs mixtes, des clubs non mixtes, les clubs dont vous parlez, où les femmes ont participé activement ? En fait, les clubs ont été créés dans la France révolutionnaire très tôt. Ce sont des clubs d'hommes qui ont été créés. Quelques-uns, très peu, dès 90, il y en a ce qu'on appelle des sociétés fraternelles mixtes, mais qui étaient destinées à instruire les citoyens et les citoyennes, puis qui sont devenus politiques. Et il y a aussi des femmes qui ont créé des clubs de femmes. Il y en a une 60aine. C'est un minimum, ce qu'on a recensé dans toute la France. On pensait que c'est beaucoup. C'est assez faible. En tout, il y aura plus de 5000 clubs en tout. Mais c'est important parce que c'est une façon de montrer qu'elles sont des citoyennes. Et comment est-ce qu'elles ont participé ? En écrivant des brochures. Olympe de Gouges écrit de très nombreuses brochures. Elle n'est pas la seule. Et puis, si je peux revenir en arrière, peut-être. Oui, rapidement, aussi, rapidement sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Olympe de Gouges est devenue aujourd'hui cette icône ? C'est aussi par ses écrits. C'est aussi à cause de ce texte, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'il a... 1791. 1791. C'est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Il était présenté comme ça dans ce film. Oui, c'est un texte qui, à la fois, conjugue l'universalité des droits. Mais est-ce qu'il a eu beaucoup d'écho, ce texte, à l'époque ? Pas du tout. Aucun écho ? Aucun. Vraiment aucun. Moi, je connais très, très bien les archives révolutionnaires, les textes révolutionnaires. Je ne l'ai jamais vu cité. Jamais. Il faut attendre le milieu du 19e siècle. Alors après, comment est-ce que les femmes interviennent ? Il y en a qui... par exemple, il y a des femmes qui s'engagent dans l'armée aussi, qui combattent dans les armées. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a. Ce que l'armée refusera d'ailleurs, ces femmes volontaires. Parce que... Il faudra aller combattre l'ennemi qui envahit la France aussi, c'est ça. Durant cette révolution, à partir de 92. Oui, c'est ça. Et elles s'engagent, et parfois même elles sont élues officiers, sous-officiers quand même, plus souvent. Elles peuvent faire des dons lorsque la France est en guerre. À partir de 92, comme vous l'avez dit, la France est en guerre. Et donc, des femmes font des dons, soit des dons individuels, soit des dons collectifs. Et puis elles interviennent surtout en prenant la parole, en donnant leur avis, non seulement sur leur propre situation, mais sur les problèmes généraux, comment reconstruire la nation, comment participer à la reconstruction de la nation. Alors quelles sont les dates marquantes auxquelles les femmes ont amplement participé à cette révolution? Vous en avez gardé une, 5-6 octobre 1789, c'est l'objet de votre dernier livre. Pourquoi cette date, par exemple? On ramène le roi à Paris, là. Le 14 juillet 1789, des femmes participent à la prise de la Bastille. Il y en a même une blessée au bras qui aura un dédommagement pour sa blessure de même somme que les hommes. Donc c'est la première égalité presque sous la Révolution, c'est les indemnités pour bras cassés, une femme égale à un homme. Et bien sûr, surtout les journées d'octobre 1789, où on retrouve ces Parisiennes, ces dames de la halle, des femmes du peuple, les fameuses poissardes qui sont le ventre de Paris,
qui vendent le poisson, mais aussi pas seulement des femmes de la marée, mais des femmes qui vivent de l'alimentation à Paris, de l'approvisionnement de la capitale, marché immense, et elles vont se mettre en branle le matin à l'aube du 5 octobre, parce qu'il n'y a plus de pain dans les boulangeries, elles ont fait la queue pour rien depuis des nuits, et elles décident de marcher sur l'hôtel de ville d'abord, prendre des armes, pousser la garde nationale de Lafayette à marcher à Versailles, et puisqu'il n'y a pas encore de décision prise, ça traîne à Paris, elles décident d'y aller quand même toutes seules, avec les hommes derrière, les ouvriers, les bras ouvriers de la Révolution, même d'anciens vainqueurs de la Bastille. Et donc, elles marchent sous la pluie pendant des heures pour aller à Versailles. Il fait 7 degrés, il fait froid, il faut imaginer ce que c'est que de marcher pendant plusieurs heures sous la pluie. On tombe malade, et quand on est malade, on n'a pas de quoi aller chez le médecin, ça coûte trop cher le médecin. Et c'est elles qui parviendront à ramener le roi à Paris. Elles vont pas seulement le ramener le 6 à Paris, elles vont aussi le pousser, si l'on peut dire indirectement, à ratifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le roi va ensuite venir à Paris avec Marie-Antoinette, elle aussi, on aurait pu dire en sa fin et son commencement, parce qu'elle montera sur l'échafaud. Mais les femmes c'est la première manifestation, les journées d'octobre, des femmes comme groupe politique dans la rue, dans l'espace public. C'est ça qui est important, c'est la présence de plus en plus visible des femmes. Par exemple, à l'Assemblée nationale, désormais, il y a un grand nombre de femmes, on dit les tricoteuses au pied de l'échafaud, ou au tribunal révolutionnaire plus tard, mais dans la salle même de l'Assemblée, il y a un grand nombre de femmes qui insultent un député, qui est dans le mauvais ton, ou qui glorifient leur héros, tantôt Mirabeau, tantôt Robespierre. Mais en tout cas, elles se montrent, elles parlent, elles agissent en politique. Et même si elles n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'être élues, même si Condorcet plaide pour qu'elles aient ces droits-là, il y en a un qui est pour, eh bien, elles sont c'est une époque très rare, entre 89 et 92, où elles ont des droits civils, et donc elles espèrent des droits politiques, mais les révolutionnaires ne leur donneront pas. Ces fameuses journées d'octobre sont des ventres vides, qui crient famine, hein, c'est ce que vous venez de nous dire aussi. Hein. D'où ma question, est-ce que les femmes revendiquent surtout de quoi survivre? Est-ce qu'elles revendiquent la subsistance dans cette révolution avant tout? Oui. Et pas des droits politiques Non, je dirais non. Parce que, oui, elles revendiquent effectivement de quoi survivre. Dans la société du XVIIIe siècle, les femmes, c'est aux femmes de trouver à manger. Donc, elles sont au premier plan lorsqu'il y a des problèmes de disette. Enfin, il ne faut pas s'imaginer qu'on mourait de faim pendant la Révolution. Mais il y a des problèmes de disette fréquemment, donc elles sont au premier plan. Et c'est lorsqu'il y a ces gros problèmes de disette que les femmes interviennent en tant que groupe particulier. C'est-à-dire que c'est des moments où les témoins distinguent un groupe, les femmes. C'est octobre 89, c'est aussi le printemps 95. Bon, il y a d'autres moments, on ne rentrera pas dans les détails. Mais ça n'empêche que ces femmes qui sont mobilisées par la faim n'interviennent pas uniquement là-dessus. En 1789, elles auraient dit, par exemple, certaines auraient dit qu'elles voulaient du pain, mais pas au prix de la liberté. En 1795, elles demandent du pain et la Constitution, que l'on applique la Constitution. Donc, vous voyez, il y a toujours disons qu'il serait faux de penser que les femmes, quelles qu'elles soient, femmes du peuple notamment, ne sont intervenues dans la Révolution que pour des problèmes de subsistance. C'est les problèmes de subsistance qui les mettent au devant de la scène. C'est les moments où on ne peut pas ne pas les voir, où les historiens les ont d'ailleurs toujours vus, pas seulement maintenant. Mais ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de problème de subsistance, elles ne sont pas là et qu'elles n'interviennent pas aussi sur d'autres sujets très généraux. Quelle est l'organisation de la France? Quelle va être l'organisation? Est-ce qu'on va demander des mesures, par exemple, répressives ou non? Enfin, voilà, elles interviennent sur tous les sujets. Mais elles ne peuvent pas intervenir comme les hommes, puisqu'elles ne sont pas dans la même situation, évidemment, politique. Elles ne connaissent pas les mêmes conditions. Lorsqu'elles sont présentes à l'Assemblée, à la Convention, après, comme vous le disiez tout à l'heure, elles influent politiquement, néanmoins. Elles n'ont pas de réel pouvoir politique. Elles ne font pas partie des assemblées représentatives.
Ça leur est interdit. Pour autant, elles sont présentes, hein, c'est ce que vous nous avez dit dans Oui, ces assemblées. elles sont présentes C'est une manière d'influer, néanmoins, sur le terrain politique. Elles sont présentes dans les cafés, elles sont présentes dans les sociétés populaires qui sont créées. Il y en a une qui a un magnifique nom, c'est la Société des patriotiques et de bienfaisance des Amis de la Vérité, Amis IES. C'est la première, la plus importante. Et il y en a des dizaines qui sont créées. Une soixantaine. Et c'est remarquable. Donc elles essaient d'inspirer plutôt dans les coulisses de la politique, un peu comme, j'allais dire, comme au XVIIIe, dans les salons, elles essaient d'inspirer. Mais cette politique des salons va très vite prendre un terme avec envoyer à l'échafaud les Girondins. Une fois qu'Olympe de Gouges est à l'échafaud, que Madame de Staël a fui, que Manon Roland, elle, est montée sur l'échafaud, que de liberté, que de crimes on commet en ton nom, et que beaucoup ont émigré, et que les clubs politiques sont fermés, des femmes, bon, il leur reste plus que la tribune. Et la tribune, elles ont un héros, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Robespierre, vraiment. Mais c'est flagrant à quel point nombreuses tombent amoureuses de Robespierre. Il avait des fanatiques, des fans, hein, si vous préférez. Ce qui n'était pas le cas d'Olympe de Gouges, d'autres noms qu'on a cités qui étaient plutôt favorables aux Girondins et même à la monarchie constitutionnelle, hein, ce qui a été la première approche. Ces femmes-là sont tombées sur l'échafaud parce qu'elles n'étaient pas en phase avec les fameux montagnards, les Jacobins. Pour certains, c'est même la démonstration que, d'un côté, si vous voulez, on voit dans la femme qui se mêle de politique une furie, une dangereuse qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et d'un autre côté, on essaie de bénéficier de cette aura populaire qu'elles incarnent, notamment au marché des Halles, etc. Mais c'est original parce que ce qui condamne les femmes depuis même le XVIIIe siècle à rester dans les coulisses de l'histoire, de la politique, c'est le naturalisme, par exemple, de Rousseau, qui considère qu'une femme étant née et faite, constituée pour faire des enfants, par son utérus, elle ne doit pas se mêler de politique. Personne ne l'a invitée et les hommes ne veulent pas l'y inviter. Et donc c'est cette théorie du naturalisme qui est choquant, c'est pas universaliste, disons, les droits des hommes et des femmes à ce moment-là. C'est ça. Sous la terreur, certains révolutionnaires vont remettre en avant cet argumentaire de l'injustice naturelle pour écarter les femmes de la politique. On leur reproche leur utérus, d'ailleurs utérus, qui a donné ensuite le mot hystérisme pour essayer de les qualifier, pour les discréditer. Alors, on parle tout de même des citoyens et des citoyennes. Oui. Hein, on les nomme les citoyennes. Et puis, elles obtiennent des droits, néanmoins. J'en ai noté quelques-uns. D'abord, il y a une existence juridique des femmes. L'égalité successoriale, ce n'est pas rien. Et le divorce. Voilà, des droits obtenus par les femmes durant cette révolution. Ça, c'est très concret. Ah ben, c'est très concret. Ça a même été utilisé. C'est pas théorique, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que le divorce dans les 3/4 des cas, c'est des femmes qui demandent le divorce. Enfin, sauf pour consentement mutuel, mais bon. Il y a aussi eu... Et alors, pendant cette période de la terreur, justement, il y a un code civil qui est voté par la Convention montagnarde, qui n'est pas promulgué, mais qui est voté, et qui prévoyait... Alors ça, c'est une révolution incroyable, que les deux époux auraient un droit égal pour la gestion de leurs biens. Et que l'autorité sur les enfants serait partagée entre les deux époux. Voilà. Donc, les choses sont un peu plus complexes. C'est aussi un autre droit qu'ont eu les femmes, pas dans l'espace familial, c'est en 1793, là encore sous la Convention montagnarde, il y a un droit de vote qui a été accordé aux femmes. Je dis bien un droit de vote et pas le droit de vote. C'est-à-dire que, la question était, est-ce que, vous savez, les communautés avaient des biens communaux. Oui. Et donc la question était, est-ce qu'on allait les partager entre tous les citoyens ou les laisser tels quels. Et il était prévu que c'est les citoyens de tous sexes qui voteraient, vous voyez, dans les municipalités, alors non pas pour élire leurs députés, mais pour ce partage. Donc c'est une sorte de citoyenneté communale qui leur est donnée à ce moment-là. On peut parler d'une émancipation des femmes à travers ces droits acquis, néanmoins, à comparer à l'Ancien Régime ? L'Ancien Régime faisait un sort, bien sûr, les femmes étaient des mineurs incapables, elles avaient peu de droits, elles dépendaient toujours soit du père, soit de l'époux, même si dans certains cas, quand elles étaient veuves,
chef de famille, elle pouvait voter dans des cas très particuliers, résiduels. Ouais. Et en pratique, elle ne le faisait pas parce qu'elle ne se déplaçait pas pour aller voter. C'est un apport, c'est un gain. C'est un gain. Partie d'un mouvement d'émancipation des femmes. C'est très important, ces conquêtes de la Révolution. Dans le cadre de cette révolution. Et Dominique Godino le dit très justement, elles ont bien usé du divorce, tant et si bien que Napoléon leur reprochera bien sûr. Cette liberté, la seule presque qu'elles avaient. Napoléon, avec le code Napoléon, le code civil de Portalis de 1804, rabaissera les femmes par rapport aux exigences de Cambacérès pendant la Révolution française. Donc c'est des séries d'atermoiements, d'hésitations, et le 19e siècle ne sera pas plus clément avec les femmes. Et je crois donc que Condorcet avait compris que cette idée d'égalité des droits devait porter plus loin et que la Révolution ne serait pas terminée, pas seulement sur la question sociale, mais aussi sur la question des droits de l'homme et de la femme. Si vous voulez, oui, Olympe de Gouges est résiduel, Condorcet est très isolé de ce point de vue-là. Mais c'est ça aussi, les grands philosophes, les grands intellectuels, ce sont ceux qui ont un temps d'avance sur leur époque. Et je crois qu'Olympe de Gouges et Condorcet avaient cela notamment, c'est-à-dire avoir tort à un moment X et raison des décennies, des siècles, voire plus tard. L'histoire, nous, notre métier, c'est d'expliquer, contextualiser ce qui se passe. Ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaie de faire. Ouais. Mais moi, je retiens bien l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est non-genré, hein, c'est universaliste, ces déclarations, par essence, par définition. C'était volontaire de la part des révolutionnaires de ne pas genrer cette déclaration des droits de l'homme? C'est difficile à dire volontaire. Disons, la déclaration, elle est là, elle existe, elle a été faite de telle façon que pour la majorité des hommes et des femmes pendant la Révolution, l'homme de la déclaration, c'est l'individu. Des femmes qui revendiquent leurs droits assurent, demandent aux députés, vous avez déclaré nos droits avec la déclaration des droits, maintenant appliquez la déclaration. Des phrases du style la déclaration est commune aux deux sexes, les droits de l'homme sont aussi les nôtres, on en trouve pendant la Révolution, c'est ce qui domine en fait. Enfin, même si on n'en trouve pas beaucoup. Mais en revanche, dans la réalité, ces droits ne sont pas appliqués. Dans la réalité, ces droits n'existent pas. C'est ça le problème des femmes. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, je rajouterai quelque chose à ce qui a été dit, c'est que Condorcet, c'est 1790, Olympe de Gouges, c'est 1791. Oui. Olympe de Gouges écrit à un moment où on discute de la Constitution française qui écarte les femmes. Et au moment où on discute de la Constitution, il y en a d'autres qui sont exclus des droits politiques, les pauvres, ce qu'on appelle les libres de couleur, les domestiques, les juifs. Tout ça, toutes ces catégories de population ont été défendues à l'Assemblée nationale, sauf les femmes. Les femmes, c'est passé comme une lettre à la poste. On leur a volé cette révolution aux femmes, finalement. Mais attendez, c'est la suite qui est intéressante. C'est-à-dire que personne en 91 ne se dit, peut-être qu'il y a une violation de la Déclaration des droits. Je parle à l'Assemblée. En 93, c'est pas la même chose. En 93, il y a une seconde constitution, puisqu'on est passé en République, qui a besoin d'une autre constitution. C'est la première République. Voilà, c'est la constitution républicaine. Et à ce moment-là, il y a, non pas des débats, ça serait beaucoup dire, mais il y a des textes à l'Assemblée qui proposent que des femmes aient le droit de vote. Et à ce moment-là, autant en 90-91, Olympe de Gouges, Condorcet, etc., étaient des voix isolées, autant en 1793, ceux qui envisagent que des femmes pourraient avoir un droit de vote. Alors, ce n'est pas une majorité, loin de là, mais ils sont moins isolés. Et à tel point que c'est la seule fois où la question est posée à l'Assemblée nationale. Et il y a un député qui parle, par exemple, les droits appartiennent aux hommes de l'un et de l'autre sexe. Il faudra attendre avril 44, 1944, pour que les femmes aient enfin obtenu le droit de vote. On a parlé des révolutionnaires. Que dire des contre-révolutionnaires, des femmes contre-révolutionnaires? Il en existait. On les a entendus dans cette révolution. Bien sûr, elles se sont battues peut-être entre femmes sur ces sujets politiques. Oui, alors bien sûr que oui. Toujours, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par contre-révolutionnaire. Quand on est modéré en 93, on est contre-révolutionnaire. Et on finit sur l'échafaud. Donc, contre-révolutionnaire, c'est être contre l'égalité des droits, c'est être pour le renversement de la République, contre les droits du peuple, donc contre la démocratie. Donc, c'est difficile de... Tout le monde peut être contre-révolutionnaire selon la rhétorique. Et plus on avance dans la terreur, plus on a des chances de se retrouver dans ce camp des dits
Ben voilà, exactement. Contre-révolutionnaire. Manon Roland, la Girondine, qui idolâtrait la liberté, la modernité, et qui plaidait pour un gouvernement équilibré, républicain, a été envoyée à l'échafaud. Et puis, je pense bien sûr à Théroigne de Méricourt, qui, elle, a été aussi victime de la Révolution, différemment. Elle, on l'a mis carrément à l'asile. Oui. Mais Lucille Duplessis, qu'on peut voir à l'écran, là, que je reconnais, l'épouse de Camille Desmoulins, a été envoyée à l'échafaud, tout comme l'épouse de Hébert, et même dans la même charrette. C'est-à-dire qu'on tuait non seulement les voix dissidentes par rapport au comité de salut public, mais aussi les épouses, si elles avaient manifesté une quelconque solidarité avec leur époux. Les droits juridiques acquis durant cette révolution par les femmes ont-ils perduré par la suite sous l'Empire, par exemple? Malheureusement. Ou est-ce qu'on a assisté à une régression ensuite? Très nette avec le Code civil, puisque de tous les droits familiaux qui étaient en faveur du statut des épouses, des femmes dans la famille, seule est demeurée l'égalité successorale. Et encore, la loi pouvait être contournée. Pendant la Révolution, il faut bien voir que les Françaises étaient probablement les Européennes qui avaient le statut le plus enviable n'est pas le mot, mais le plus avancé, on va dire, du point de vue familial. Bonaparte... Donc on assiste à une régression. À une régression. Et Bonaparte dit très clairement que les femmes avec ce qui s'est passé récemment, elles ont pris trop de place, elles ont oublié leur infériorité naturelle, et qu'il est temps de leur rappeler que elles vont passer de la dépendance de leur père à celle de leur mari. Et donc là, le divorce n'est pas supprimé tout de suite, mais il le sera plus tard. Mais le divorce révolutionnaire était un divorce extrêmement libéral, égalitaire. Hommes et femmes étaient sur le même plan. Ça, c'est complètement remisé dans le code napoléonien, c'est plus du tout égalitaire. Bon, mais ça sera le mot de la fin. On aurait souhaité rester beaucoup plus longtemps avec vous pour parler de ce rôle exercé par les femmes dans la Révolution française. Après ce documentaire consacré à Olympe de Gouges, on l'a dit, icône féministe aujourd'hui, avec un buste à l'Assemblée nationale, c'était en 2016, qui trône d'ailleurs dans une salle assez connue, qui s'appelle la salle des 4 colonnes. Et c'est cette salle qui accueille notamment les journalistes et les députés pour tout le travail de presse exercé ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à Thibaut Brosset-Ekel, et puis merci tout spécial à Félicité Gavalda qui s'est passionnée pour ce sujet. C'est grâce à elle que vous êtes présent aujourd'hui sur ce plateau. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.